La fête des chiens guides, le webinar. Un chien guide au quotidien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être inscrits. Vous êtes 208 sur le papier à être inscrits à ce webinaire. Donc, merci beaucoup. Il y aura certainement et même très certainement des participants qui vont arriver au compte-gouttes. Donc, ce webinaire vient clore la campagne de la fête des chiens guides. Donc, la plupart d'entre vous s'est inscrit via le site cwouf.fr. Donc, à nouveau, merci. Je vais vous présenter un petit peu déjà les deux associations, enfin la fédération et l'association qui organisent cet événement. Donc, il s'agit de la Fédération française des associations de chiens guides. Madame Alexandra Blanchin va vous en parler mieux que moi. C'est la directrice qui est présente aujourd'hui. Et de mon côté, je suis Stéphane Boutemi, responsable communication de l'association. Donc, notre association, l'ANM Chien Guide, s'occupe essentiellement de représenter les maîtres de chiens guides, donc les personnes déficientes visuelles accompagnées d'un chien guide, auprès du mouvement Chien Guide et auprès des institutions professionnelles et institutionnelles, enfin les institutions françaises, nationales. Et elle œuvre beaucoup pour la législation et défendre les droits d'accès des maîtres de chiens guides. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du programme qui nous attend, assez complet, qui sera en deux parties. Une première partie qui s'axe plus pour les personnes qui découvrent ce mouvement, et une seconde plus pour les personnes déficientes visuelles qui se poseraient des questions quant à faire le choix du chien guide ou non. Donc, on commencera par une présentation de l'univers du chien guide, donc avec Alexandra Blanchin, qui est la directrice de la fédération. On parlera éducation de chien guide également avec Anthony Poupé, qui est éducateur à la Fondation Frédéric Gaillan. On parlera plus tard des familles d'accueil et de leur rôle prépondérant, avec Dominique Guillot, qui recrute entre autres les familles d'accueil œuvrant au sein de l'école des chiens guides du Grand Est. Et une famille d'accueil, Thérèse Lefebvre, qui est bénévole depuis 9 ans à l'Association des chiens guides de Paris, va nous parler également de son rôle de bénévole au sein de cette association. À la fin de chaque partie, nous répondrons aux questions, on tentera de répondre aux questions que vous pouvez poser dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas, les micros sont tous coupés pour une question pratique. Il vous suffit d'écrire sur le chat une petite question, une réaction, et à la fin de chaque partie, donc de chaque heure, on prendra 10-15 minutes pour y répondre. La deuxième partie, on évoquera surtout la déficience visuelle, notamment avec l'intervention de Benoît Billat, qui est instructeur en locomotion à l'école des chiens guides du Grand Sud-Ouest. Et enfin, qui mieux pour parler des apports du chien guide dans leur quotidien que les maîtres de chiens guides eux-mêmes. Donc Dominique Ladger, qui va se voir remettre son 6e chien guide, nous parlera de ce que lui apportent les chiens guides au quotidien. Et Philippe Bury, qui a son premier chien guide depuis 5 ans, viendra également nous parler de son quotidien et de tout ce que le chien guide lui apporte. Si vous le désirez, Alexandra, vous pouvez débuter par la présentation de la fédération et du mouvement. Bonjour à tous. Est-ce que mon son passe bien? On entend bien. Ok, alors parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être réunis pour ce webinaire. Je suis ravie de pouvoir démarrer. Tout d'abord en vous disant quelques mots sur la fédération et sur l'ensemble du mouvement. Donc, la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, c'est une association en loi 1901 reconnue d'utilité publique et fondée en 1972. Donc, elle aura 50 ans l'année prochaine. Voilà, donc c'est une association qui œuvre depuis déjà des dizaines d'années. Cette association, elle regroupe un ensemble de structures, à la fois des écoles de chiens guides d'aveugles, donc des écoles qui forment des chiens pour les remettre à des personnes déficientes visuelles. Elle est composée aussi, et donc ces associations en fait ont des centres d'éducation qui sont répartis sur tout le territoire pour pouvoir être au plus près des personnes déficientes visuelles. On a aussi donc au sein de notre mouvement des associations nationales
dont l'ANM Chien Guide, donc, qui organise avec nous ce webinaire, et comme l'a indiqué Stéphane, qui est l'association qui représente l'ensemble des maîtres de chiens guides. Et on a aussi dans notre réseau des élevages de chiots, c'est-à-dire que afin de pouvoir remettre des chiens à des personnes déficientes visuelles, on a nos propres réseaux d'élevage, ce qui nous permet de pouvoir sélectionner les chiens avec des qualités optimales en termes de comportement et de génétique. Petite précision sur nos centres d'éducation, on a parmi l'ensemble des centres une école qui remet exclusivement des chiens à des enfants et des adolescents. Au niveau des grandes missions de la fédération, c'est une tête de réseau classique, hein, une tête de réseau nationale, c'est-à-dire que au plan national, la fédération est là pour coordonner l'ensemble des actions qui sont menées par ces structures, pouvoir les représenter, pouvoir aussi les soutenir à travers différentes réunions de travail, groupes de travail, pouvoir aussi assurer la représentation auprès des partenaires institutionnels, et notamment aux côtés justement de l'ANM, défendre tout ce qui est toutes les questions d'accessibilité, qui sont voilà, un sujet vraiment prépondérant dans nos différents travaux. Et également, je dirais, un point qui est très important pour la FFAC, donc FFAC étant le diminutif de Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Au sein de la FFAC, on coordonne aussi la formation des moniteurs et des éducateurs, donc des professionnels qui éduquent les chiens guides dans les écoles. Je poursuis, Stéphane, ou vous Oui. me posez des questions? Si vous le souhaitez, je pense qu'il y a des choses que voilà, les personnes, des questions que les personnes se posent, notamment combien de chiens guides sont remis chaque année? Alors, en moyenne, parce que là, c'est vrai que ces derniers temps, on a été confronté à un contexte sanitaire qui ne nous a pas aidé à avoir une activité normale. Mais chaque année, on remet en moyenne 220 à 230 chiens guides d'aveugles, donc à des personnes aveugles ou malvoyantes. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 10 associations régionales et 17 centres d'éducation répartis partout en France. Donc, l'ensemble de ces associations remettent 220 à 230 chiens guides tous les ans. D'accord. Et justement, c'est quoi le coût d'un chien guide? Comment est-ce que c'est financé? Est-ce que c'est payant, gratuit pour les déficients visuels? Alors, on remet l'ensemble de ces chiens guides gratuitement, et ce, grâce à la générosité du public. C'est pour ça que l'ensemble de nos écoles et aussi la fédération collectent des fonds à travers des dons, des legs et des assurances vie. Voilà, c'est très précieux. Un chien guide coûte environ 25 000 euros. Si on part, en fait, 25 000 euros, ça comprend le coût de la naissance à la remise du chien, en passant par son éducation. Voilà, donc 25 000 fois 220, 230 chiots par an, ça représente un paquet d'argent. Oui, tout à fait. On parlera d'éducation de chiens guides un peu plus en profondeur dans quelques minutes. Simplement, vous avez dit que la FFAC fêtait ses 50 ans l'année prochaine. Est-ce qu'elle a des projets pour l'avenir et quels seraient ses objectifs? Alors effectivement, la FFAC, hein, tous les gens, a un plan d'action qui est au service en fait, hein, des associations du mouvement. Je dirais que nous, au niveau national, vraiment en tant que fédération nationale, notre rôle, c'est un rôle de plaidoyer, de représentation, vraiment pouvoir porter la parole de l'ensemble des associations du mouvement, et la parole aussi des maîtres de chiens guides à travers les entités nationales. Donc on est très en lien au niveau des ministères, notamment du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. Voilà, donc le rôle, je dirais, principal, c'est le rôle de plaidoyer, de faire en sorte, notamment sur les questions d'accessibilité, il y a eu des très grosses évolutions qui ont pu être faites, puisque
que donc les personnes déficientes visuelles accompagnées d'un chien guide ont légalement accès en fait à tout l'espace public et ont des droits que n'ont pas un animal domestique classique, je dirais. Donc il y a vraiment ce rôle voilà, très important au niveau Et puis il y a encore des combats à mener, hein. On est loin d'être... Parce que malgré ce contexte législatif pour lequel on s'est battu, bah, voilà, il y a des structures qui ne sont pas au courant et qui malheureusement refusent cet accès à ces chiens et à leurs maîtres. Et puis bah, bien sûr, le deuxième sujet vraiment prépondérant, bah, c'est le fait de pouvoir remettre un chien guide à toutes les personnes déficientes visuelles qui aimeraient en avoir un. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 1% de la population totale des personnes aveugles ou malvoyantes qui ont un chien guide. Donc, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient en avoir un et qui malheureusement n'en ont pas aujourd'hui parce que tout simplement, bah, ça prend du temps d'éduquer, vous allez le voir juste après. Et donc, du coup, bah, il faut qu'on... Enfin, au quotidien, au sein de la fédération, on œuvre à permettre d'augmenter ce nombre de chiens guides. Ce que je n'ai pas dit peut-être et que je vais rajouter, c'est que donc on a à peu près 2000 équipes chiens guides, maîtres actives en fait, de 2000 personnes qui ont actuellement un chien guide sur toute la France. Super, merci beaucoup. Et alors, je vois que dans les participants actuels, donc il y a des membres, des personnes qui connaissent le mouvement Chien Guide, il y en a aussi beaucoup qui ne connaissent pas du tout. En quoi, en fait, les personnes peuvent aider le mouvement? En quoi les personnes peuvent aider le mouvement? Bah, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut nous aider. Donc déjà, on a dit effectivement que bah, l'ensemble de nos associations vivaient exclusivement par la générosité du public. Donc c'est vrai que bah, j'en profite aussi parce que je pense que dans l'Assemblée, il y a des donateurs et j'en profite pour remercier voilà, les donateurs qui nous soutiennent, qui nous permettent de mener nos actions au quotidien. Et après, comme vous l'avez dit, il va y avoir aussi l'intervention des familles d'accueil. Ces familles d'accueil sont un maillon essentiel dans la chaîne en fait, de remise d'un chien guide, puisque ces familles nous permettent d'élever les chiens, nous permettent de les accueillir chez elles, de travailler sur des aspects de sociabilisation. Et c'est essentiel car avec seulement les éducateurs et les moniteurs, on ne pourrait pas mener à bien ces missions d'éducation. Très bien. Et pour conclure, ça fera le lien avec l'intervention juste après. Quel est selon vous le rôle du chien guide et en quoi voilà, en quoi il peut être prépondérant dans la vie d'une personne déficiente visuelle? Alors, donc, comme je vous l'ai dit, voilà, dans l'ensemble, enfin, parmi la population des personnes déficientes visuelles, donc certaines personnes se déplacent avec une canne et d'autres donc ont fait le choix de se déplacer avec un chien guide. Je dirais que la grosse différence des déplacements, mais les personnes déficientes visuelles, voilà, pourront encore mieux le dire que moi. La grosse différence, c'est que un chien guide, ça offre plus d'autonomie, plus de confort, plus de sécurité dans les déplacements. Ça permet vraiment voilà, de se déplacer dans la vie quotidienne avec beaucoup plus d'aisance. Et en dehors de cet aspect voilà, vraiment moyen de locomotion, le chien guide, bah, c'est un formidable compagnon aussi pour les personnes déficientes visuelles. Certaines voilà, peuvent être un peu isolées et ça leur permet voilà, d'avoir du coup un compagnon au quotidien à leur côté. Et toutes nous disent que bah, le chien guide aussi permet d'avoir un lien, de faciliter les interactions voilà, avec le reste de la population, d'avoir des interactions sociales qui ne se feraient pas par le biais de la canne blanche. Merci beaucoup, Alexandra. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, n'hésitez pas. Bah, écoutez, je vais laisser la parole aux autres participants. Je pense que c'est important voilà, que vraiment il y ait des témoignages qui seront beaucoup plus probants que ce que je peux vous dire moi, à mon niveau. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Et on va passer donc à Anthony Poupé, qui est éducateur de chien guide à la Fondation Frédéric Gaillan et qui va pouvoir nous expliquer un peu son parcours et en quoi consiste l'éducation d'un chien guide. Oui, j'ai vu qu'Anthony a activé son micro, donc merci beaucoup et bonjour Anthony. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter par la même occasion la Fondation Frédéric Gaillan?
Oui, bonjour à tous. Déjà, c'est un grand plaisir de participer avec vous à cette réunion. Moi, mon parcours, j'ai commencé tout jeune par une formation militaire dans la cynotechnie. Et ensuite, j'ai fait de la recherche d'explosifs sur les aéroports pendant une douzaine d'années. Et ce qui m'a amené à rencontrer le mouvement Chien Guide, c'est que un jour, j'ai croisé Frédéric Gaillan, qui m'a expliqué un petit peu son projet, qui m'a expliqué tout ce qu'il voulait créer ici dans le Vaucluse. Et puis, j'ai tout de suite adhéré, bien évidemment, parce qu'il est très persuasif pour ceux qui le connaissent. Et donc, j'ai d'abord évolué en bénévolat à la Fondation pour connaître un petit peu tout le processus qu'il y avait pour récolter les fonds, pour faire les événements promotionnels. J'ai appris à parler de la Fondation, de vraiment avoir les objectifs, de suivre un petit peu ce que Frédéric voulait. Et j'ai été embauché en 2016 au Chenil, en tant que aide moniteur. J'ai intégré la formation de la Fédération française, que je remercie, pour avoir mon diplôme de moniteur de chien guide. Donc, juste pour vous expliquer, le moniteur, c'est 2 ans, c'est celui qui éduque les chiens guides. Et l'éducateur, c'est 2 ans supplémentaires, c'est celui qui remet les chiens guides qu'il a éduqués à la personne des filles non-voyantes ou malvoyantes. Voilà, la Fondation Frédéric Gaillan, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est la seule école en Europe qui éduque des chiens qui seront remis exclusivement à des enfants non ou malvoyants. Donc, on a pour base de travailler sur la tranche d'âge de 12 à 18 ans. Voilà, je peux vous parler un petit peu de l'éducation si vous voulez, sachant quand même que chaque école a un petit peu sa façon de faire. Et là, le rôle de la fédération, que je remercie encore pour ça, est vraiment de fédérer et de mutualiser un petit peu ces méthodes. Donc, c'est beaucoup de rencontres qui se font entre les différentes écoles, les différents directeurs techniques. Et c'est vraiment très enrichissant à chaque fois de voir qu'il n'y a pas une seule solution de bien faire, que chacun a sa façon de faire et qu'il est toujours très intéressant pour nous d'aller en apprendre, voir. Et puis des fois, ça nous permet d'améliorer certaines choses qu'on n'avait pas forcément vues sur notre établissement. Et donc, voilà, je soutiens vraiment ce mouvement. C'est très important qu'on puisse communiquer tous ensemble. Voilà, pour me présenter, c'est fait. La Fondation, on travaille donc uniquement avec des jeunes. Il y a une différence entre la remise et la demande. Donc, la remise sera faite à partir de 12 ans. Mais la demande peut se faire bien avant. Dès que l'enfant en signale sa motivation de découvrir le chien guide, on les reçoit. On a reçu des enfants qui avaient entre 8 et 10 ans. Ça se fait, sachant qu'il y a quand même en moyenne 1 à 2 ans de travail avant de pouvoir le recevoir en classe de remise. Voilà. Si vous voulez que je continue, je peux vous parler un petit peu du processus justement d'accueil des enfants. Parfait. Il y a peut-être des vocations qui naissent grâce à vous aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un certain niveau avant d'accéder à la formation de moniteur ou d'éducateur? Est-ce qu'il faut un bac? Moi, pour les jeunes qui sortent d'école, je leur conseille quand même de passer le bac. C'est très important parce que on ne sait jamais, quand on a 18-20 ans, qu'on attaque son premier métier, quelques années plus tard, on peut avoir envie de changer. Et puis, c'est important d'avoir quand même un bagage scolaire pour pouvoir continuer ou reprendre des études dans un autre domaine. Il me semble que la formation de moniteur, vous me confirmerez, Madame Blanchin, peut-être, il me semble qu'il faut avoir un bac pour entrer en monitorat. La particularité, c'est que c'est toujours présenté, le moniteur est présenté à la Fédération française, qui est la seule institution qui fait cette formation, par une école de chien guide. Donc, je conseille souvent de commencer par le bénévolat pour se faire connaître de son école, et ensuite d'intégrer en tant que salarié le Chenil ou le bâtiment technique du Chenil pour pouvoir postuler à cette formation. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, il faut bien le bac pour accéder à cette formation. Voilà. Il y a peut-être des questions un peu plus techniques que se posent les personnes, c'est-à-dire combien de temps dure l'éducation d'un chien guide? Est-ce qu'il y a des détails que vous voulez évoquer? Comment ça se passe? Dans les grandes lignes, bien sûr, parce que sinon ça prendrait du temps.
Donc, dans les 2 premières années du chien, la partie primordiale de l'éducation, c'est bien évidemment la famille d'accueil. Je les remercie tous, on ne les remerciera jamais assez. Ils font bénévolement un travail qui est énorme. C'est-à-dire, c'est la pré-éducation du chien, en faire un bon petit chien de compagnie. On ne demande pas de les faire travailler sur les aspects techniques de déplacement. On demande juste que le chien se comporte correctement, ne saute pas sur les gens, ne mordille pas les mains, ne tire pas trop sur la laisse quand ils vont se promener en ville. Le bon petit chien de compagnie classique soit capable de rester dans son panier couché sans couiner. Voilà. Donc là, c'est vraiment une très, très grosse partie de notre travail. Parce que ça nous déleste aussi d'avoir à garder ces chiens en chenil en attendant qu'ils soient assez matures pour commencer l'éducation. À ce jour, la Fondation, on a 69 chiens placés en famille d'accueil. Donc, vous imaginez, si on n'avait pas ces familles, il faudrait carrément faire un chenil énorme pour avoir tous ces chiens. Puis bon, ce ne serait pas très agréable pour eux d'être tout le temps dans des enclos. Donc, la vie en famille d'accueil est très importante pour la prééducation. Donc ça, c'est à peu près de 2 mois et demi où on les remet à leur première année. Ensuite, dès qu'ils ont 1 an, on va les faire venir à la fondation où on a un chenil avec 4 enclos. On va faire venir une dizaine de chiens qu'on va évaluer sur 1 semaine. C'est-à-dire, c'est des évaluations de comportement, principalement. La relation à l'humain, la relation à l'environnement, c'est-à-dire comment ils se comportent quand on est en ville, quand il y a beaucoup de circulation, quand on va sur les marchés, et comment il se comporte au niveau général sur les attirances. Est-ce qu'il court après les chats? Est-ce qu'il court après les pigeons? Est-ce qu'il est capable d'écouter, de tenir en place quand il y a d'autres chiens qui évoluent à côté de lui? Voilà, donc c'est une évaluation générale qu'on fait en partenariat aussi avec le CZK, qui ont à peu près les mêmes tests que nous. Je crois que toutes les écoles travaillent sur ces pré-évaluations afin de déterminer principalement le caractère du chien et ses compétences d'adaptation, voir s'il va être capable de supporter j'allais dire la pression, mais c'est un petit peu ça, et le stress que peut mettre sur un chien le métier de chien guide. Évidemment, c'est très stressant pour les chiens d'apprendre à diriger un humain qui ne voit pas. Donc, voilà, nous, on travaille sur une période d'éducation qui va jusque 6 mois à peu près. On prend une dizaine de chiens au chenil et j'ai 6 mois d'entraînement. Chaque école a sa façon de faire. Il y en a qui prennent un peu plus de temps, il y en a qui prennent un petit peu moins de temps. Il y en a qui commencent par aller en ville, il y en a qui vont en ville sur le dernier mois d'éducation. Voilà. Donc, nous, on travaille sur 6 mois par bloc d'entraînement. Très Voilà. bien. Vous avez évoqué le CZK, en fait, Oui. pour les personnes qui sont là. C'est le centre d'élevage du mouvement chien guide. C'est Oui. là que les chiens guides naissent, c'est là qu'il y a la reproduction, il y a des tests, voilà, il y a des études, des analyses génétiques pour faire en sorte que les chiens soient le plus qualitatifs et possible et qu'il y ait le moins de problèmes de santé ou de comportement pour les chiens guides. Et le CZK fait un très gros travail d'élevage, autant comme vous le dites sur le niveau santé que au niveau comportement de leurs reproducteurs. Et chaque école a possibilité de se servir, entre guillemets, à l'élevage du CZK. Nous, on se sert, en moyenne, on prend 6 à 8 labradors par an chez eux. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il existe d'autres élevages au sein du mouvement? Vous le savez? Nous avons notre propre élevage parce que la Fondation Gaillane travaille avec les Saint-Pierre, qui sont des chiens qui nous viennent du Québec, qui est la première structure qui a accepté d'aider Frédéric Gaillane à construire cette école. Donc, c'était dans les années 2000, début 2000. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, ils avaient accepté de nous fournir en chiens. Voilà, donc on a la race Saint-Pierre. Viens voir. Bon. Je ne sais pas si vous le voyez, on va essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Les voilà. Donc, c'est un croisement entre Labrador et Bouvier bernois qui nous permet d'avoir les compétences de travail du Labrador, c'est assez discipliné, très carré le Labrador dans son travail, et l'attachement à l'humain, donc plus la sensibilité du Bouvier bernois. Comme on travaille avec des enfants, c'est facile de comprendre que les enfants ont souvent moins de force ou moins de caractère, on va dire, qu'une personne adulte. Donc, on a des chiens qui sont vraiment très proches de l'humain et qui sont super obéissants. Voilà. Donc ça, on a notre élevage et on fait en moyenne une 30aine de naissances par an. D'accord.
Est-ce que tous les... Alors, il y a tout un processus d'éducation qui est assez poussé. Est-ce que, à la fin de ce processus d'éducation, tous les chiens guides, sans exception, deviennent chiens guides? Ou est-ce qu'il y a... Non, pas forcément, effectivement, c'est une bonne question. C'est pas forcément à la fin qu'il finit pas chien guide, ça peut être dans le premier mois de travail. Si on voit que le chien est mal à l'aise, n'est pas dans des bonnes conditions de travail et subit mal l'apprentissage, je vais décider de sortir du processus d'entraînement. Pas la peine de rendre les chiens malades ou inconfortables dans le travail, ça sert à rien. C'est comme les enfants, hein. Un enfant qui est pas bien à l'école, il apprendra pas bien correctement les choses. Et on est très attentif à ça. On travaille en partenariat avec l'IRCEA, qui est basé à Apt, travaille beaucoup sur les hormones des chiens. Donc, on fait des tests sur tous mes groupes de chiens que je prends. Dans les premières semaines, ils viennent faire des tests salivaires et ils observent les On ne vous entend plus, Anthony. Attendez, je crois qu'il faut réactiver votre micro. C'est bon. Est-ce que là, ça va? Oui, c'est bon. Parfait. C'est pas une technique. Oui, je disais qu'on travaillait avec un institut de recherche en sémiochimie qui nous fait des tests sur les taux de cortisol du chien. J'en étais là, vous avez entendu ça? Oui. Voilà, le taux de cortisol, c'est l'hormone de stress des chiens. Donc, on est très attentif à ça, très attentif au bien-être de nos chiens au niveau de l'apprentissage. Donc, effectivement, ils peuvent être reclassés, entre guillemets, dans les 6 mois d'éducation. Ça m'est rarement arrivé de déclasser sur la fin d'entraînement, mais à chaque passage particulier. Donc, quand, par exemple, j'ai commencé à aller en ville, si j'ai des chiens qui ont déclenché, par exemple, des craintes en ville, c'est assez rare. Mais ça peut arriver parce que le métier de chien guide, c'est apprendre aux chiens à être très attentifs à l'environnement. Et c'est là que tout le talent de l'éducateur, entre guillemets, est important, puisqu'il faut faire attention à ce qu'ils ne deviennent pas trop attentifs à l'environnement. Donc, voilà. L'aspirateur, il ne vous gêne pas, là? Un petit peu. Un petit peu, je vais demander. Moi, ça va. Les aléas du direct. Merci. Eh oui, on fait le ménage. C'est bien. On parlera peut-être de la réorientation des chiens qui ne deviennent pas chiens guides peut-être à un autre moment, si on a encore quelques minutes. Mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui se demande qu'est-ce qu'on apprend concrètement aux chiens guides? Le chien guide, donc comme je vous l'ai dit, il va falloir qu'il donne aux bénéficiaires la possibilité de se déplacer en autonomie. Madame Blanchet en a très bien parlé. Elle a parlé aussi de confort. Il faut que ce soit confortable pour le déplacement de la personne qui l'utilise et il faut que ce soit fluide. C'est-à-dire la différence d'utiliser la canne, la personne déficiente visuelle est toujours très concentrée à analyser ce qu'il touche avec sa canne pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qui se passe. Ça, le chien guide va être capable de le délester de cette façon de faire puisque c'est le chien qui analyse l'environnement proche dans ses déplacements et qui va permettre à la personne de pouvoir avoir une discussion avec quelqu'un qui l'accompagne ou d'être bien moins concentré, donc bien moins de fatigue et bien moins de stress. Le rôle principal du chien guide, c'est ça, déplacement sécuritaire, en autonomie et fluide et confortable. Donc, il connaît à peu près 50 ordres. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'ordres comme ça qui peuvent aider au quotidien les personnes déficientes visuelles, comme trouver un bus, le siège? C'est à peu près ça. Bon, chaque école a un petit peu ses ordres propres. Pour vous donner des exemples, c'est le nom du chien vient, au pied, mets ton harnais, mets ton collier, coucher, reste, en avant pour les déplacements au harnais, à gauche, à droite. J'en ai donné quelques-uns à la porte pour aller détecter, pour qu'il amène son bénéficiaire à la poignée d'une porte pour aller dehors ou rentrer quelque part. Aux escaliers. Et ensuite, tous les dénivelés, les changements de hauteur doivent être signalés par ce chien guide. Donc, nous, on utilise le mot hop-hop qui vient du Québec. Hop-hop, en fait, le chien doit aller soit en bordure de trottoir descendant, soit monter ses 2 pattes sur un trottoir montant. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit ou... Voilà.
tous les dénivelés, les changements de hauteur au niveau des déplacements sur les lignes de marche doivent être signalés par le chien qui s'arrête. Lors de la remise donc aux bénéficiaires, à la personne déficiente visuelle, je crois qu'il y a des trajets qui sont appris par le chien. Ça marche. Par le chien et par la personne déficiente visuelle, par exemple pour se rendre au travail, pour se rendre à l'école, le chien mémorise ce genre de trajet? Oui, exactement. Ça fait partie de notre processus de formation. Les enfants sont premièrement reçus à un stage découverte qui dure 2 jours. Donc là, c'est pour un petit peu cibler leur motivation. On apprend à les connaître. Hé, Pepper, tais-toi. On apprend à les connaître. On va leur demander de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent faire comme parcours. Donc c'est souvent aller à l'école à leur âge, aller à la boulangerie le week-end ou aller se promener en ville avec leurs amis. Donc, on va les recevoir sur ce stage découverte pour déjà cibler le client, j'allais dire. On dit comme ça au Québec, on ne dit pas comme ça ici, mais le futur bénéficiaire. Une fois qu'ils sont sûrs de vouloir effectivement un chien guide, on va les recevoir sur une semaine qu'on appelle la pré-classe. Là, on va vraiment les mettre en situation de déplacement avec un chien guide où ils vont avoir le chien avec eux dans leur chambre. On a des logements à la fondation. Sur toute la semaine, on va les faire travailler en ville sur des parcours que le chien connaît, puisque c'est sur cela que j'entraîne mes chiens. Et à l'issue de la pré-classe, s'ils sont toujours partants et puis qu'ils sont très intéressés par l'utilité d'un chien guide, on leur proposera une classe de 3 semaines où là, on va aller un petit peu plus loin encore dans les déplacements et parfois même les mettre en difficulté, leur apprendre aussi à gérer les moments de stress et de difficulté qu'ils pourront avoir dans leur future vie avec leur chien guide. Et à l'issue de ces 3 semaines de classe, on va une semaine à domicile pour répondre à votre question. Un éducateur va avec le bénéficiaire à son domicile pour l'installer sur ces parcours. Super, merci beaucoup. Le chien mémorise les parcours. Ça marche. S'il y a des aspects qui n'ont pas été, que vous n'avez pas notés, vous pouvez poser des questions sur le chat. N'hésitez pas. Dès qu'il y aura quelques minutes, on pourra y répondre. J'avais une question pour vous, Anthony, juste pour conclure. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre métier? Ce qui me rend le plus fier, c'est souvent sur cette semaine de suivi, quand je vais rencontrer la famille du jeune avec son chien, et puis tout ce qu'ils nous transmettent en émotion, c'est assez impressionnant de voir des parents qui disent « Oh là là, mon jeune s'en va tout seul à cet endroit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Et donc, ma fierté, c'est ça, c'est d'avoir réussi à préparer ces chiens et à donner à ces jeunes des objectifs de vie qu'ils n'avaient pas avant de le rencontrer, et de voir ce qu'ils sont capables de faire, ça m'impressionne toujours. Donc, je suis très fier de faire ce métier. Merci beaucoup, Anthony. Je vous en prie. Merci beaucoup. On va passer au travail des familles d'accueil qui sont prépondérantes, effectivement, comme l'a dit Anthony. Justement, avec Dominique Guillot, donc, qui recrute, entre autres activités, au sein de l'association des chiens guides du Grand Est, les familles d'accueil. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Bonjour, ravi de vous entendre et de vous avoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer un petit peu votre rôle au sein de l'association ? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Dominique. Ça fait 7 ans que je travaille à l'école des chiens guides de l'Est, notamment sur l'école de Voipy. Mon rôle au sein de l'association, donc je m'occupe du recrutement des familles d'accueil, du suivi des familles d'accueil, et j'ai également un chien en éducation. Donc en nombre de familles, j'ai environ une dizaine de familles d'accueil que j'accompagne. Vous êtes un peu haché. Du moment où ils voilà. Ah, pardon. Mais vous m'avez entendu quand même ou pas? C'est peut-être un problème de connexion, on n'a pas entendu les 15 dernières secondes. Ah, je disais que j'avais donc, je m'occupais du recrutement des familles d'accueil. J'ai une dizaine de familles d'accueil que j'accompagne depuis le moment où ils ont le chiot jusqu'au moment où le chien va rentrer en éducation, aux alentours des 10-12 mois environ. D'accord, d'accord. Et justement, comment est-ce qu'on devient famille d'accueil? Si moi je suis une personne voilà, du grand public, je me dis j'aimerais participer à ce mouvement, j'aimerais être famille d'accueil. Comment ça se passe concrètement? Alors comment ça se passe? Il faut déjà prendre contact avec une association.
Donc, soit vous savez qu'il y a une association proche de chez vous. Dans ce cas-là, vous pouvez soit les joindre directement par téléphone ou via le site internet. Si vous ne savez pas, vous pouvez également vous rendre directement sur le site de la FFAC, puisque là, vous allez soit pouvoir remplir directement un questionnaire en ligne, ou alors trouver l'école qui va être la plus proche de chez vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des critères pour être famille d'accueil? Oui, oui, effectivement, il y a des critères pour devenir famille d'accueil. Alors, ils vont être différents, j'imagine, en fonction des écoles, mais dans les principaux critères, ça va être essentiellement d'avoir du temps. Il faut avoir du temps, bien sûr, pour s'occuper du chiot, et il faut avoir du temps pour les suivis. Parce qu'on confie pas le chiot à la famille, et puis voilà, on se donne rendez-vous quand le chiot aura l'âge de rentrer en éducation. Donc, il y a des suivis qui auront lieu régulièrement. En fonction des écoles, ça peut être plus ou moins espacé. Par exemple, pour l'école de Voipy, nous, on va voir les familles une fois par semaine. Voilà. Une fois par semaine. Et on Là, c'est rehaché. a également des séances collectives. Donc, on va voir les familles. C'est bon? Oui, donc il y aura des séances collectives et des séances individuelles, c'est ça? Voilà. Donc, la séance individuelle va nous permettre en fait de résoudre les problématiques que les familles pourraient rencontrer avec leurs chiens, et puis de faire les premières sorties de sociabilisation avec les familles. Ensuite, nous avons également des séances collectives qui vont permettre d'habituer le chien à travailler en présence d'autres chiens, en présence de congénères. Donc, il y a une partie qui va être consacrée à l'obéissance, un assis, un couché, une marche en laisse, un pas bougé, et une partie qui va être où on va aller, on peut aller en magasin, on peut aller en centre-ville, on peut aller à la gare, dans les marchés. De la même manière, c'est pour habituer le chien à différents environnements en présence d'autres chiens. D'accord. Anthony, on a parlé tout à l'heure, donc le chien reste peu ou prou 1 an dans sa famille d'accueil. Qu'est-ce qu'il va apprendre au sein de la famille d'accueil? Comment ça va aider le travail du chien guide par la suite? Alors, le rôle de la famille d'accueil, déjà, c'est vrai que Madame Blanchin l'a très bien dit tout à l'heure, c'est vraiment un maillon indispensable. Sans famille d'accueil, ça serait très compliqué d'avoir des chiens guides. On serait obligé de faire tout le travail de pré-éducation. Et donc, le rôle de la famille d'accueil, il y a 2 rôles différents, en fait. Le premier rôle, ça va être d'en faire un bon chien de compagnie. Donc, un bon chien de compagnie, c'est quoi? C'est un chien qui est propre, qui va savoir rester seul à la maison, qui va pas quémander à table, qui va pas sauter sur tout le monde, qui va savoir se tenir, en fait, à la maison, qui va être un chien agréable à vivre au quotidien. Donc ça, c'est vraiment le premier rôle, en faire un très bon chien de compagnie, en tout cas un bon chien de compagnie. Premier rôle de la famille d'accueil. Le deuxième rôle de la famille d'accueil, qui est tout aussi important, c'est l'aspect socialisation. Donc nous, on va vraiment demander à nos familles d'emmener le chien dans un maximum d'endroits. C'est super important. Quand le chien est petit, il faut l'habituer à tous les environnements. Nous, on ne sait pas dans quel environnement le chien va évoluer par la suite. Donc, il faudra aller en centre-ville, il faudra aller à la campagne, pas hésiter à aller dans des magasins, à la gare, prendre les transports en commun, aller au cinéma, au théâtre, au musée. Enfin voilà, il faut vraiment que le chien voit un maximum de choses quand il est dans sa famille d'accueil. D'accord. Une famille d'accueil peut aussi être active professionnellement et emmener son chien sur son lieu de travail? Oui, 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 bien sûr. Nous, on a de plus en plus d'ailleurs de familles d'accueil qui travaillent. Alors, bien évidemment, si elles travaillent, il faut quand même qu'elles puissent se libérer pour les suivis hebdomadaires, pour que nous, on puisse aussi voir comment le chien évolue. Et puis, il ne faut pas que ça la dérange trop dans son travail, quoi. Voilà, parce qu'un chien, un chiot, ça prend quand même pas mal de temps. D'accord. Et si lors du suivi, vous vous rendez compte, par exemple, que le chien n'a pas acquis tel ou tel acquis, justement, est-ce que vous arrivez à reprendre le travail ou instaurer de nouvelles techniques pour que le chien soit propre, par exemple?
Oui, bien sûr. Nous, on est tout le temps en contact avec nos familles d'accueil et puis on voit régulièrement donc comment ça se passe. Si le travail qui a été mis en place, ne suffit pas par rapport à la problématique demandée, on va essayer de faire autre chose. Il n'y a pas une solution par problématique en fait ou par travail à effectuer. Si ça fonctionne pas d'une telle façon, bah, on va essayer de contourner et puis de trouver un autre moyen pour résoudre le problème, bien évidemment. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil type d'une famille d'accueil, célibataire, en couple, jeune, plus âgé? Alors, en termes d'âge, non. Nous, nos familles d'accueil, c'est alors, dans une grande majorité, évidemment, on a souvent des profils de personnes retraitées. C'est des personnes qui ont, j'allais dire un peu plus de temps, mais souvent c'est pas vrai parce que les personnes retraitées nous disent souvent qu'elles n'ont pas le temps. Mais en tout cas, c'est souvent des personnes retraitées, ou des jeunes couples avec des enfants en bas âge, avec un des 2 qui travaille pas. En tout cas, c'est forcément des profils de familles qui ont du temps. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a également de plus en plus de profils de personnes qui travaillent et qui donc vont emmener, le chien sur leur lieu de travail. Qui peut être intéressant d'ailleurs aussi puisque, bah, voilà, il y a, bien évidemment des déficients visuels qui travaillent et ça permet aussi d'habituer le chien à être dans, bah, voilà, il ne faut pas que tu me sollicites constamment, j'ai des choses à faire, il faut que tu apprennes aussi à te gérer seul. Super. Et enfin, est-ce qu'il y a des critères concernant le lieu de vie des familles d'accueil? Est-ce qu'elles doivent être à une certaine distance de l'école? Est-ce qu'elles doivent être en maison ou en appartement? Alors, maison ou appartement, non, peu importe. Après ça voilà, par contre, alors je vais parler pour l'école de Voipy, mais nous, on va demander à ce que les familles soient pas à plus d'1 heure de route, de l'école. En termes de logistique et cetera, au niveau des déplacements, que ce soit pour nous ou pour elles. Quand on fait un suivi, ça va durer 1 heure et demie, 2 heures environ. Donc s'il y a déjà, 2 heures de trajet aller-retour plus le suivi, ça peut vite être très chronophage. Donc on a besoin vraiment de familles qui soient, voilà, 1 heure de route, ça fait déjà pas mal. Mais ce qu'il faut surtout, c'est vraiment être disponible pour venir à l'association. Après, maison ou appartement, euh, voilà, souvent les personnes nous disent: «Ah, mais je pourrais pas parce que j'ai pas de jardin et donc pour les besoins du chien, ça va être compliqué». Nous, il faut savoir ce que nos chiens, on va leur demander de faire leurs besoins au caniveau. Donc, de toute façon, qu'il y ait un jardin ou pas de jardin, c'est pas grave. C'est même plus facile quand il y a pas de jardin. Il y a pas la tentation d'ouvrir la porte pour que le chien aille faire ses besoins dans l'herbe. Là, il y a pas le choix que de l'emmener au caniveau. Donc maison ou appartement, ça, c'est pas forcément un critère de sélection. Super. Bah, s'il y a un détail que vous voulez ajouter, n'hésitez pas. Sinon, merci beaucoup pour vous être rendu disponible et pour votre implication. En tout cas, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Bah, de rien, merci à vous. Super. Bah, maintenant, on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté famille d'accueil, avec Thérèse Lefebvre, qui est famille d'accueil, donc bénévole depuis 9 ans maintenant à l'Association des chiens guides de Paris. Bonjour Thérèse. Bonjour, Super, on est synchro. vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Merci beaucoup. Ok. Alors, comment est-ce que vous avez connu le monde du chien guide? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir famille d'accueil, Thérèse? Alors, comment j'ai connu le monde du chien guide? C'est complètement par hasard parce que je voyais dans la rue, bien évidemment, des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres pendant pas mal d'années. Et c'est un hasard complet qui fait qu'une collègue de bureau m'a dit Ah, il y a une école qui s'appelle l'école de chien guide de Paris et ils cherchent des bénévoles, c'est-à-dire des familles d'accueil pour accueillir des chiots pendant leur première année, plus ou moins. C'est d'ailleurs elle qui m'a inscrit à une réunion d'information destinée aux familles d'accueil. Et dans cette réunion d'information, j'ai compris qu'effectivement, on ne peut pas mettre un harnais sur un chien qui a 3 mois et lui apprendre le guidage. Il y a quelque chose à faire avant et qui est beaucoup plus enrichissant que de le laisser dans un chenil, c'est le plonger un peu dans le grand bain, j'allais dire, de la vie parisienne, puisque voilà, je suis parisienne, on peut s'en faut, à 300 mètres près. Et, pour pouvoir lui permettre de rentrer en éducation plus tard. Ok. C'était quoi le déclic pour vous? De vous dire, Alors, je vais être famille. j'ai un jeune frère qui est handicapé de naissance, un handicap sévère, qui n'a rien à voir avec le handicap visuel. Donc, je connais un peu le regard que peuvent poser les gens valides
sur les personnes en situation de handicap, qui est souvent un regard une distance qui impose la peur. Donc, je me suis dit un jour, je vais essayer de faire quelque chose. Quand l'occasion se présentera, quand ma situation personnelle, familiale, professionnelle me permettra, faire quelque chose pour le handicap. Et en assistant à cette réunion d'information dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que je me suis dit, en 2012, il y a 9 ans, qu'il serait finalement, vu mon propre contexte, assez facile de pouvoir contribuer à la mission de l'école de chien guide de Paris, parce que je suis parisienne, à la mission qui est de remettre plus de chiens à des personnes déficientes visuelles qui en ont besoin. Et je me suis dit que ce serait facile. Bon, je me suis trompée. C'était pas si simple que ça, mais très enrichissant. La preuve, c'est que je suis toujours là. Vous aviez déjà eu des chiens de compagnie auparavant? Vous aviez un attrait pour le chien? Un attrait pour le chien, oui. Jamais eu de chien de compagnie pour des raisons qui font que ça m'embêtait un peu de laisser mon chien chez moi le matin pour revenir le chercher, le retrouver le soir et m'en occuper que le week-end. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on est famille d'accueil. Cette contrainte, entre guillemets, qui est celle d'avoir son chien avec soi tout le temps, c'est aussi une certaine facilité, c'est-à-dire que voilà, on fait tout avec son chien, on ne se pose pas la question de qui va le garder pendant qu'on est en vacances. Il vous accompagne partout. C'est une contrainte, en même temps, c'est une joie. D'accord. Vous avez eu combien de chiens guides en éducation auprès de vous? Alors, j'ai eu 7 chiens guides. 2 ont été réformés. C'est-à-dire réorientés, ils font un autre métier aujourd'hui, soit de compagnie, soit de chien de médiation. Voilà, c'est ça. Voilà, ils sont devenus des chiens de compagnie pour des raisons comportementales et un chien pour des raisons vétérinaires. Et sinon, une demi-douzaine environ de chiens guides en relais, que ce soit des élèves chiens guides ou des chiens certifiés pendant des périodes entre deux missions de famille d'accueil. Et c'est tout aussi enrichissant. D'accord. Effectivement, en fait, juste pour donner un peu plus d'infos, le chien guide, à la fin de son éducation, passe un certificat d'aptitude au guidage. Donc, s'il y a des contraintes de santé et s'il y a des problèmes comportementaux, le chien est amené à être réorienté, à faire un autre métier, soit chien de compagnie, soit chien de médiation, ou il peut être handi-chien. Voilà, il y a plusieurs métiers qui s'ouvrent à lui par la suite. Selon vous, Thérèse, qu'est-ce qu'il faut bien avoir en tête avant de se lancer dans l'aventure de famille d'accueil? Est-ce qu'il y a des... Alors, je vais redire ce qui a déjà été dit. Excusez-moi, Stéphane, je vous coupe la parole. Il faut être conscient que ça demande une grande disponibilité. Je travaille, voilà, j'ai un métier, donc je vais au bureau. L'avantage, c'est que je suis à mon compte, je suis travailleur indépendant, donc c'est assez facile à gérer. Mais ça veut dire que j'emmène mon chien aussi chez des clients, en réunion, chez des fournisseurs. Tout ça et partout, c'est-à-dire voilà, au magasin, chez des amis, en week-end. Une grande disponibilité, ça veut dire qu'il y a des choses qui pourraient prendre 20 minutes pour aller au bureau. Et quand on a un chiot qui appréhende le fait qu'il y a beaucoup de circulation, je suis dans un quartier relativement animé, que ce soit chez moi ou le quartier de mon bureau, il y a énormément, c'est très très stimulant dans tous les sens du terme. Ça peut faire que le chien explose de joie en voyant un autre chien de l'autre côté de la rue ou un livreur de pizza qui lui passe au ras de la truffe. Donc, il y a par exemple des trajets qui devraient prendre 20 minutes qui en prennent 35 parce qu'il va falloir mettre en place des stratégies qui auront été données par les éducateurs et les moniteurs qui suivent les familles d'accueil, parce que ce n'est pas mon métier, pour faire en sorte de positiver des situations qui sont des fois très stressantes pour un chiot. Donc, on ne peut pas se dire je vais faire ma mission le lundi, puis le mardi, je vais mettre off. Ça prend du temps, toujours, tous les jours, un petit peu. Ça ne prend pas toute la journée, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, je ne le fais pas. Donc, c'est ça pour moi ce qui est très important, c'est la disponibilité. En dehors des réunions de travail, le fait qu'il faille aller à l'école pour rencontrer les moniteurs et les éducateurs, le reste du temps, il faut être disponible. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est un engagement. Voilà, c'est pas son chiot, c'est le chiot de quelqu'un d'autre.
et garder à l'esprit que la période en famille d'accueil, ce n'est pas une finalité, c'est une phase qui doit permettre aux éducateurs de récupérer, entre guillemets, un chien pour lequel tout le travail, aussi bien qu'on puisse le faire, d'obéissance et de socialisation aura été suffisamment bien fait pour que le vrai travail de guidage puisse commencer. Et ça, c'est la partie des professionnels. Super, merci beaucoup Thérèse. Justement, vous êtes un maillon essentiel dans le mouvement Chien Guide, on l'a rappelé plusieurs fois, les familles d'accueil sont très importantes. Donc, il y a beaucoup de dons de vous-même. Et je me demandais, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, égoïstement? Ah oui, égoïstement, mais c'est bien d'en parler, parce que si je suis toujours là au bout de 9 ans, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Alors personnellement, ça n'engage que moi. J'aime beaucoup la relation avec un animal de travail. Excusez-moi, c'est pas vraiment un animal de travail, mais la relation avec un chien que l'on travaille. Je trouve ça très sain. C'est riche en enseignements, en tout cas pour moi. Ça n'exclut pas l'attachement, bien au contraire. Le fait que ce soit utile à une personne qui en a vraiment besoin, c'est ce qui est gratifiant, bien évidemment. Le bénévolat, c'est gratifiant. S'il n'y avait pas ça, je ne le ferais pas. Vous Et comptez le faire puis, pendant longtemps encore? pardon? Vous comptez être famille d'accueil pendant encore longtemps? Tant que mes lombaires veulent bien, ouais. Ah, super. Voilà. J'ai 60 ans, donc ça va encore, mais il faut une certaine forme physique et puis pouvoir porter, dans certains cas, des chiens qui font 25 kilos. Voilà. Mais je n'ai pas encore déterminé la fin de mon mandat. Tant que l'école de chien guide de Paris veut de moi, je reste voilà, candidate. Aujourd'hui, je suis en famille relais, mais je n'ai pas. Voilà, Est-ce que j'ai vous bien pouvez l'intention de expliquer continuer. ce qu'est une famille relais, justement? Famille relais, c'est une famille d'accueil sur une courte période. Ça peut être un week-end, ça peut être jusqu'à quelques mois. Ça va permettre aux chiens, les chiens guides, dont la famille est partie, par exemple, un week-end pour un mariage un peu mouvementé, un peu bruyant, ou qui est parti une semaine en Australie. Ça va permettre à ce chien de ne pas retourner en chenil, mais d'acquérir une autre expérience avec une famille relais qui ne s'engage pas sur une année, mais sur un week-end ou quelques jours. Ça peut être aussi d'accueillir un chien qui vient d'être hospitalisé et donc qui a voilà, un peu moins de mobilité, ou un chien guide certifié dont le maître, pour une raison X ou Y, voilà, ne peut pas avoir son chien avec lui. Et là, c'est du gâteau, parce qu'on a des chiens magnifiques qui connaissent tout, et on n'a plus qu'à continuer à leur apporter tout ce dont ils ont besoin, et à continuer voilà, à ce que les bonnes habitudes ne se perdent pas. Est-ce qu'il est facile de se détacher d'un chien qu'on a eu pendant une année? Malheureusement, non. Non, ça serait trop simple. Mais le petit point du côté du côté de la cage thoracique, quand on le rend à l'école, ça ne dure pas très longtemps, et c'est largement compensé par la vraie émotion. Enfin, en tout cas pour moi, quand l'école m'appelle ou m'envoie un mail pour me dire le chien untel que vous avez eu en famille d'accueil vient d'être mis à une personne déficiente visuelle. Voilà, ça compense très largement. Justement, entre le moment où, par exemple, vous avez un chien, donc il est remis à une personne déficiente visuelle, entre ce moment-là et le moment où vous récupérez un autre chien, comment ça se passe? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez l'école qui vous contacte, qui vous dit on a un chien à vous remettre? Est-ce que les chiens ont un profil type qui correspond à votre profil? Est-ce qu'il y a des détails comme ça qui entrent en compte? Je ne pense pas qu'il y ait des détails. Il peut y avoir de temps en temps un chien. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Je peux très bien rendre un chien à l'école et repartir avec un autre chiot 2 jours après. Des fois, je ne pense pas qu'il y ait des détails. Il peut y avoir de temps en temps un chien. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Je peux très bien rendre un chien à l'école et repartir avec un autre chiot 2 jours après. Des fois, c'est 4 mois après. L'école maintenant me connaît bien.
en tout cas, l'école de chien guide de Paris me connaît bien, donc je pense que, comme avec les familles d'accueil qui connaissent bien, ils définissent en fait tel type de chien, on va pouvoir le confier à tel type de famille d'accueil en fonction de son expérience, du contexte aussi, parce que moi, c'est plutôt, j'ai une vie assez, pas animée, mais voilà, je bouge beaucoup, donc on me donne des chiens peut-être qui ont besoin d'être dynamisés. Je ne sais pas, mais c'est effectivement les critères appartiennent à l'équipe des familles d'accueil. Je ne les connais pas forcément. Super, merci beaucoup Thérèse. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot pour les personnes qui auraient cette volonté de devenir famille d'accueil mais qui hésitent encore? Oui, je pense que vous pouvez tenter l'aventure si vous aimez les chiens. Faites attention parce que vous allez vous prendre facilement au jeu. Et puis vous allez rencontrer des gens formidables qui sont les équipes qui travaillent dans les écoles, les bénévoles aussi, mais les personnes déficientes visuelles. Je commence à en connaître quelques-unes. Je peux dire que voilà, quelques-unes sont devenues vraiment des amies et elles m'ont beaucoup apporté et m'apportent toujours sur ce que le chien guide leur apporte, c'est-à-dire pas uniquement une sécurité dans le déplacement, mais une ouverture vers le monde et le déverrouillage euh, de, voilà, de ce regard que les gens posent sur une personne qui est aveugle, comment on fait pour s'adresser à une personne qui est aveugle. Eh ben, le chien débloque ces situations-là, ça ouvre énormément de portes et c'est ça qui fait que je vais continuer. Merci beaucoup Thérèse en tout cas. J'espère que je n'ai pas été trop confuse ou trop bavarde. Non, je ne pense pas du tout, au contraire. Et au nom de tout le mouvement, moi, je vous remercie pour votre travail. Et aussi, à travers vous, c'est toutes les familles d'accueil qui sont remerciées aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été présente et d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous, Stéphane. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions. On a reçu quelques questions dans le chat. On va pouvoir y répondre. Déjà, on me demande, est-ce que les entreprises acceptent les chiens dans leurs locaux? Donc, au niveau législation, etc. Alexandra, peut-être que vous voulez en parler, ou Dominique, en tant que présidente de l'Association nationale des maîtres de chiens guides. C'est au choix. Comme vous voulez. Je peux commencer et peut-être Dominique peut compléter. Oui, alors en fait, il faut pouvoir faire la demande à l'employeur de pouvoir venir accompagner de son chien en éducation. Mais la plupart des entreprises, en fait, dès lors que les conditions sont réunies, l'acceptent, hein. Voilà, c'est souvent, je dirais qu'il y a des grosses entreprises qui ont des soutiens, des appuis RH assez étoffés et qui donc sont au courant des lois en vigueur et puis ont peut-être déjà par le passé accueilli des chiens guides quand c'est la première fois, ça nécessite du dialogue et de la préparation pour que les conditions soient réunies pour que ces modalités se passent de la meilleure façon. Super, merci beaucoup Alexandra. Vous pouvez peut-être rester pour l'autre question, c'est comment peut-on devenir bénévole? On en a parlé tout à l'heure, la question est revenue. Oui, alors on a déjà un petit peu évoqué le sujet. Donc, il y a des écoles qui sont réparties sur tout le territoire. Donc, le plus simple, c'est de pouvoir prendre contact avec l'école la plus proche de chez soi, soit directement par l'intermédiaire du site internet de l'école, soit en appelant aussi directement l'école, soit en passant par le site de la Fédération nationale, puisqu'il y a un onglet contact qui permet à toute personne sur tout le territoire de nous contacter et nous, on relaye bien sûr à l'école la plus proche la demande de bénévolat. D'accord, merci beaucoup. Je crois que c'est clair. Je vais demander à Dominique Guillot. Il y a une question concernant donc les familles d'accueil. Peut-on devenir famille d'accueil en ayant un handicap moteur? Alors, c'est toujours un petit peu compliqué, je pense, parce que le chiot, voilà, ça peut être quand même très dynamique, très vif. Ça me semble
tout dépend du handicap. C'est très compliqué de répondre à cette question, en fait. Mais voilà, un chiot, c'est quand même vif, dynamique. Il faut vraiment pouvoir l'emmener partout. Il faut être mobile aussi pour pouvoir venir aux séances dans les centres. Emmener le chien chez le vétérinaire aussi, pouvoir l'emmener dans un maximum d'endroits. Donc voilà, ça me semble plus compliqué. Voilà, je pense que Thérèse pourrait confirmer aussi qu'un chien, ça peut être, voilà, elle parlait de ses lombaires tout à l'heure. Voilà, ça me semble vraiment difficile. Ça me semble compliqué. Après, à voir en fonction de chaque association, mais ça me semble quand même relativement difficile avec un chiot. Merci. Après, ça, c'est l'aspect chien guide. Après, vous avez les handi-chiens, les chiens pour personnes en situation de handicap moteur ou autre. Là, c'est peut-être vers ces associations-là qu'il faut se tourner si on a un handicap moteur. Dominique, si vous pouvez également répondre à une autre question concernant les familles d'accueil. On nous demande à quelle fréquence faut-il aller à l'école? Concrètement, pour quelqu'un qui travaille, comment s'organiser? Est-ce que c'est un jour fixe dans la semaine? Combien de temps dure la séance? Et est-ce que c'est flexible en cas de contraintes professionnelles? Je vais pas pouvoir répondre pour toutes les écoles parce que toutes les écoles vont avoir des fonctionnements différents. Euh, je vais parler pour l'école de Voipy, mais voilà, nous, par exemple, c'est pendant nos horaires de travail, donc c'est du lundi au vendredi. Il n'y a pas de jour fixe, c'est vraiment en fonction de nos disponibilités et des disponibilités de la personne, où on va prendre rendez-vous. On peut fixer ça sur un mois complet si c'est plus facile pour la personne en termes d'organisation. On n'a pas de jour fixe, c'est du lundi au vendredi pendant nos horaires de travail. Alors, pour nous, un suivi va durer environ 1h30, 2 heures à peu près, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que les familles soient trop loin non plus. Après, au niveau de l'employeur, nous, pour les familles qui travaillent, on a des familles qui ne travaillent pas le mercredi, par exemple, ou qui sont à mi-temps, donc qui peuvent se libérer. On a des familles qui prennent des congés, qui prennent des RTT pour pouvoir faire les suivis. Voilà, ça, je ne peux pas répondre. C'est vraiment c'est de l'organisation, à savoir ce que vous pouvez mettre en place pour vous et par rapport à votre employeur sans vraiment gêner le travail, quoi. Et par rapport à l'entreprise aussi, nous, on demande systématiquement l'autorisation de l'employeur. Parce que voilà, il ne faut pas non plus désorganiser complètement l'entreprise où le chiot va aller, quoi. Et puis, c'est pas la peine de mettre des conflits entre l'employeur et la famille d'accueil. D'accord, merci beaucoup. J'avais des questions pour Anthony. Je ne sais pas si vous pouvez activer le micro. Oui, je suis prêt. Alors, on nous demande, est-ce qu'un chien guide peut désobéir à son maître? Oui, il peut. Donc, c'est là l'importance de la formation du bénéficiaire. C'est de lui montrer aussi que des fois, il faut savoir imposer un petit peu au chien le fait que on est en période de travail, on n'est pas en période de repos ou de jeu. Et oui, ça peut arriver, mais on forme nos jeunes à réagir correctement quand le chien fait mal son travail ou va penser pouvoir aller jouer avec les chiens qui sont dans le parc à côté. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important que le bénéficiaire connaisse son parcours. Il y a souvent un travail qui est fait avec les instructeurs en locomotion que j'ai oublié de citer tout à l'heure, que je remercie aussi énormément pour leur participation, parce que c'est eux qui vont apprendre à nos jeunes à se déplacer, à s'orienter, à savoir écouter l'environnement pour les traverser. Tout ça, ce n'est pas le chien qui choisit, c'est le bénéficiaire qui choisit quand est-ce qu'on entame une traversée. Donc, le fait de connaître son parcours est très, très, très important pour un bénéficiaire de chien guide, pour pouvoir mettre en place le chien correctement. C'est le coût, on va dire, de quelques mois de travail avant que le chien prenne vraiment une routine de travail où il n'embêtera plus son maître ensuite. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que la question correspondait aussi au fait que si un maître de chien guide, donc déficient visuel, malvoyant ou aveugle, se promène sur un trottoir, il dit à son chien, ou sur un quai de métro, il dit à son chien allez, allez, allez. Est-ce que le chien va aller quand même dans le quai, se prendre le métro? Est-ce qu'il va désobéir? Non, il désobéira.
le quai de métro, on interdit aux chiens à aller en bordure de quai pour éviter l'accident, de tomber dedans. Donc là, on met nos chiens en situation face au quai en disant « vas-y en avant, vas-y en avant, vas-y en avant ». Et on apprend aux chiens à partir soit à droite, soit à gauche, mais à ne jamais s'approcher du quai quand il n'y a pas de métro. Parce que là, la contradiction de l'entraînement fait que quand il y a un métro, faut qu'il s'en approche de ce quai. Donc, c'est toujours là à l'éducateur à savoir jauger son intervention pour que le chien comprenne que quand il n'y a pas de métro, ne t'approche pas de ce trou. Et quand il y a un métro, tu peux y aller, on rentre dedans. Merci beaucoup. On nous pose une dernière question. Donc, vous représentez la Fondation Frédéric Gaillan aujourd'hui, qui remet des chiens aux enfants et aux adolescents. Donc, après leurs 18 ans, donc il y aura, je pense, deux parties dans cette question. C'est de votre côté, quand la personne que vous avez suivie a 18 ans, comment ça se passe? Est-ce qu'elle va dans une autre école? Est-ce qu'elle continue avec vous? Et par la suite, si c'est dans une autre école, et comment se passe une demande de chien guide? Mais ça, peut-être que cette question-là, on en parlera avec les maîtres de chien guide qui seront présents. Oui, une fois que nos enfants passent leur majorité, ont 18 ans, ils sont invités, dans le cadre d'un renouvellement de chien guide, à contacter l'école la plus proche de chez eux, parce que la fédération a fait un très gros travail de mutualisation des écoles. Donc, il est convenu avec toutes les écoles fédérées en France de recevoir nos enfants qui seront majeurs dans quelques années pour un renouvellement ou voilà, un échange de chiens. Donc oui, merci aux écoles de recevoir nos jeunes. Super, merci beaucoup. Il y a des avis qu'ils ont donnés dans le chat. On en parlera peut-être à la fin du webinaire. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont participé jusqu'ici. On continue de toute façon, vous pouvez rester. On va s'atteler maintenant plus au monde de la déficience visuelle. Donc, on va commencer avec Benoît Billat, qui est instructeur en locomotion à l'Association des chiens guides du Grand Sud-Ouest. Bonjour Benoît. Bonjour. Ah, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quoi consiste le métier d'instructeur en locomotion? Alors, je suis Benoît Billat, comme vous l'avez dit. Je suis responsable du pôle déficience visuelle de l'école de chien guide de Grand Sud-Ouest. C'est-à-dire que à la base, je suis effectivement instructeur en locomotion et j'assure aussi la gestion des demandes de chien guide pour l'école. Et puis un travail d'inclusion de l'école au sein du réseau des acteurs de la déficience visuelle du Grand Sud-Ouest, c'est-à-dire les associations pour les personnes déficientes visuelles ou des structures de réadaptation comme la RAMAV ou le centre André Matisse à Saint-Gaudens. J'ai intégré l'école de chien guide en 2005, donc je suis un vieil instructeur en locomotion. Le métier d'instructeur en locomotion en général, c'est je dirais, le professionnel de l'autonomie de déplacement de la personne déficiente visuelle. Donc, il faut savoir que la tâche de déplacement, qu'on soit voyant ou non-voyant ou malvoyant, c'est un exercice qui est quand même assez complexe, qui met en jeu le fait de se déplacer, de se mouvoir, et qui résulte d'un travail cognitif, d'un travail du cerveau, à savoir que toute personne se déplace en faisant la tâche cognitive de détecter les obstacles et d'appréhender son environnement, ce qui se passe autour d'elle. Donc, quand on est voyant, ce travail-là, il est assuré à 95%, pas tout à fait, c'est pas exact, hein, c'est juste une statistique pour vous montrer la prégnance de la vision. Mais il est fait donc à 95% par la vision. Et quand on est non-voyant, les autres sens de perception, qu'on va appeler les sens de compensation, vont devoir justement compenser cette perte. L'instructeur en locomotion, c'est celui qui va assurer ce travail d'autonomisation dans les déplacements de la personne déficiente visuelle par l'apprentissage de techniques qui sont par exemple la technique de la carte blanche ou d'analyse de Carrefour et aussi de développement donc, de ces aptitudes cognitives en fonction des autres sens. Mieux utiliser son audition pour pouvoir mieux organiser son déplacement. Voilà. Donc ça, c'est d'une manière, je dirais, globale, c'est la définition de l'instructeur en locomotion. Super. Dans une école de chien guide,
L'instructeur en locomotion va s'attacher déjà dans un premier temps à faire une photographie du déplacement de la personne qui va demander un chien guide et on va déterminer s'il y a des capacités, s'il y a un potentiel de travail pour mieux se déplacer, toujours dans l'optique de remettre un chien guide. Et dans une autre étape, on va préparer la personne déficiente visuelle à la remise du chien guide en travaillant donc sur les thèmes proposés. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire un rapide panorama des différentes formes de déficience visuelle existantes? Parce que c'est pas... Ouais. Alors, il y a beaucoup de déficiences visuelles. Il y a beaucoup de déficiences visuelles et dans le milieu dans lequel nous nous situons, à savoir le chien guide, on parle beaucoup de fonctionnel, de réadaptation. Donc, il faut savoir que, je dirais, deux personnes ayant la même pathologie, deux jumeaux même, donc similaires génétiquement, ayant la même pathologie, ne vont pas évoluer de la même façon parce que au cours de leur vie, il va y avoir des éléments qui vont faire que peut-être une personne va se servir mieux de ses restes visuels et son jumeau moins bien. Donc, pour dire qu'il y a énormément de déficiences visuelles. On peut avoir aussi des déficiences visuelles de naissance ou des déficiences visuelles qui sont acquises. Alors après, voilà, dans différents exemples de déficiences visuelles, vous avez par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de rétinite pigmentaire qui peuvent demander un chien guide. La rétinite pigmentaire, donc, comme son nom l'indique, hein, c'est une atteinte de la rétine et c'est une atteinte d'une partie spécifique de la rétine qui est la zone périphérique de la rétine. Donc, ça se caractérise par le fait que la personne voit comme si elle voyait, je dirais, à travers un tunnel. Voilà. Ce qui peut expliquer beaucoup de choses aussi par rapport à la malvoyance et par rapport à l'incompréhension de monsieur tout le monde, dans le sens où on peut très bien se dire, mais cette personne-là a un chien guide, et je ne comprends pas parce qu'elle lit son journal ou elle consulte son smartphone, alors qu'elle a un chien guide, donc elle n'est pas censée y voir. Voilà. Mais en fait, quand on est malvoyant, on peut très bien consulter son smartphone et avoir des problèmes de détection du relief ou de l'obstacle tel un poteau qui est très près et donc avoir des chocs, d'où l'utilité du chien guide, quoi. Vous avez aussi d'autres exemples de pathologies comme par exemple la cataracte, qui est une opacification du cristallin. Il y a multiples formes de cataracte, mais ça entraîne le fait d'avoir une vision floue, mais par contre avec un champ visuel qui lui va être à peu près intègre. Donc voilà, il y a des notions qui se dévoilent là à travers ces deux exemples qui sont importants pour nous, instructeurs en locomotion en tout cas, qui sont l'acuité visuelle et le champ visuel. L'acuité visuelle, ça va être, je dirais, le degré de perception que vous allez pouvoir avoir en tant que pour voir un obstacle. Le champ visuel, ça va être l'étendue de votre perception. Bon. D'accord, donc votre travail s'adapte à chaque fois au profil de chaque personne, en fait. À chaque fois. Notre travail est dans une école de chien guide qui plus est, parce qu'il y a d'autres critères qui vont rentrer en compte, mais notre travail est très personnalisé, effectivement, en fonction de l'histoire de la personne et en fonction de comment elle utilise ses restes visuels. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences notables entre une personne qui est née déficiente visuelle et une qui l'est devenue? Alors oui, il y a des différences qui sont notables, à savoir que une personne qui est devenue déficiente visuelle, c'est une personne qui a pu, je dirais, utiliser donc par définition sa vision dans les premiers temps de sa vie, et donc elle va fonctionner par image mentale, et ces images mentales, elles vont être essentiellement d'ordre visuel. Donc, ça va servir son schéma corporel et puis notamment sa capacité à se représenter, par exemple, un trajet. Si on demande à une personne de faire un trajet, d'aller tout droit, de tourner dans la première rue à droite et ensuite la première rue à gauche, cette personne qui est devenue déficiente visuelle
elle va pouvoir de suite avoir la forme de son trajet en tête. Ce sera plus difficile avec une personne qui est déficiente visuelle de naissance. Voilà, parce elle aura moins accès à, je dirais, aux fonctions géométriques, à des fonctions cognitives telles que la représentation de l'espace, etc. Mais par contre, ce sera une personne qui aura développé beaucoup plus aussi ses sens dits de compensation, son audition ou par exemple ce qu'on appelle le sens des masses, la capacité à percevoir une masse près d'elle. Voilà. Voilà, après vous avez d'autres exemples hein, de pathologies. Vous avez aussi les personnes qui sont accidentées de la route. Voilà, vous avez aussi la rétinopathie diabétique. Aussi, hein, le fait d'être victime de diabète entraîne, je dirais, une très mauvaise irrigation de l'œil et donc de la rétine, ce qui peut provoquer des néo-vaisseaux sanguins et donc des hémorragies dans l'œil. Et ça va provoquer en termes de pathologie ce qu'on appelle des scotomes, donc des taches noires dans votre champ visuel. D'accord. Et si on fait le lien avec le chien guide, qui peut aujourd'hui faire une demande de chien guide? Est-ce que toutes les personnes déficientes visuelles et toutes les personnes aveugles peuvent avoir un chien guide? Alors, bon, déjà, une chose importante dans votre question, Stéphane, c'est que une personne aveugle peut faire une demande de chien guide, mais aussi une personne malvoyante. Donc, une personne malvoyante, par définition, c'est une personne qui a des restes visuels qu'elle utilise pour se déplacer. Ce n'est pas parce qu'on a des restes visuels qu'on utilise pour se déplacer qu'on ne peut pas faire une demande de chien guide. Voilà, dans les sensibilisations qu'on peut faire au sein des associations ou des centres de rééducation fonctionnelle, il y a beaucoup de gens encore qui nous disent « mais moi j'y vois encore un peu, donc le chien guide, c'est pas pour moi ». Ben, c'est faux. Le chien guide peut être tout à fait utile à une personne malvoyante. Donc, ça, c'est une chose. Mais ce n'était pas le sens premier de votre question que j'ai déjà oublié, je m'excuse. Alors, je ne vous entends pas du tout. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait ça, en plus. Est-ce qu'il y a des critères en fait spécifiques qui font que cette personne déficiente visuelle va pouvoir avoir un chien guide et une autre, on va lui dire que c'est plus compliqué? Alors, il n'y a pas de critères spécifiques. On n'a pas une grille de critères qui ferait que, au-delà d'un certain score, la personne peut avoir un chien guide et en deçà, elle ne peut pas avoir un chien guide. Non, chaque demande est faite de façon personnalisée, quoi. Et à partir du moment où on détecte chez une personne déficiente visuelle, donc aveugle ou malvoyante, le besoin d'avoir un chien guide dans ses déplacements, pour nous, la demande est traitée de façon égale. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont pris en compte, comme des aspects psychologiques ou autres? Pour avoir un chien guide, alors, vous allez avoir des critères très pratico-pratiques, si j'ose dire, à savoir, par exemple, la vitesse de déplacement. C'est-à-dire qu'il faudra coordonner la vitesse de déplacement d'un chien guide avec la vitesse de déplacement naturelle du demandeur de chien guide. Si une personne qu'on va qualifier de lente bénéficie d'un chien guide avec une vitesse de déplacement rapide, ça peut être très problématique parce que justement dans la tâche cognitive qu'on disait en termes de locomotion, cette personne, elle n'aura pas les moyens de bien appréhender son environnement, ce qui peut devenir d'ailleurs dangereux. Et inversement, il y a une personne qui sera très rapide en vitesse de déplacement naturelle, si on lui remet un chien guide trop lent, mais elle va s'embêter un petit peu derrière, ça ne va pas aller assez vite pour elle, et elle va un peu s'endormir. Voilà. D'accord. Et une fois que donc la personne a fait sa demande de chien guide au sein de l'école, comment elle est traitée, cette demande? Alors, déjà, pour faire une demande de chien guide, ça se passe, je parle avec mon expérience pour l'école de chien guide du Grand Sud-Ouest, mais comme on a une trame commune, je dirais au sein de la fédération, voilà, ça sera à peu près pareil pour toutes les autres écoles. Ça va se passer principalement par un simple contact téléphonique dans un premier temps. On va informer la personne donc sur le chien guide, sur le protocole d'une demande, et suite à ce contact téléphonique,
on envoie un dossier de demande de chien guide qui est composé d'une partie médicale et puis d'une partie informative. Et on programme une visite à domicile chez la personne. Ça a lieu en général 3 semaines après ce contact téléphonique. Pourquoi une visite à domicile? Parce que déjà, par téléphone, on va s'attacher à recueillir, je dirais, les premières questions, les premiers critères de la personne. Mais entre le moment où on téléphone et le moment où on se voit, le demandeur de chien guide va commencer à réfléchir, va commencer à se projeter avec cet animal-là. Donc, on va aller à domicile. Ça permet de se serrer la louche, entre guillemets, enfin, hors temps de Covid, bien sûr, mais voilà, d'avoir une rencontre physique et puis de répondre aux questions de la personne qui demande et de son entourage aussi. Une personne qui est mariée, qui a des enfants, ou voilà, qui a des amis qui sont très présents dans sa vie, ces personnes-là, elles peuvent être impactées aussi par la venue d'un animal. Donc, on est là aussi pour présenter l'animal, je dirais, à l'entourage proche de la personne. Donc ça, on fait la visite à domicile. Suite à cette visite à domicile, si les conditions sont requises, on invite la personne 2 jours à l'école de chien guide du Grand Sud-Ouest. On estime que sa demande, elle a tous les critères pour pouvoir être étudiée. Donc on va l'inviter pendant 2 jours à l'association. Et alors ça, c'est une étape qui est très importante je dirais, dans la demande du chien guide. Le fait que la personne puisse venir à l'école, c'est important. Pourquoi? Parce que bien souvent, une personne qui fait une demande de chien guide, sauf pour les personnes qui renouvellent, qui ont déjà cette expérience, mais il y a beaucoup de gens qui font une première demande de chien guide et qui vont avoir l'occasion d'éprouver l'objet de leur demande, c'est-à-dire de sortir avec un chien qui est bien souvent, je dirais, soit qui a le certificat d'aptitude ou qui est en passe de l'avoir, hein, qui est en fin d'éducation. Elle va faire 2 sorties, une le premier jour et la deuxième sortie avec un chien différent le deuxième jour. Il y aura toujours un professionnel derrière pour mettre des mots sur les sensations de la personne. Voilà. Ces 2 jours, pour nous, équipe technique, vont être un moment important aussi, puisque la personne va pouvoir bénéficier aussi d'un bilan en locomotion, par exemple, où on va s'attacher, comme je vous le disais tout à l'heure, à faire une photographie de la façon dont la personne se déplace. Et tout ça, c'est orienté chien guide. Donc, on va essayer de développer des thèmes de travail, si besoin est, bien sûr. Des fois, il n'y a pas besoin de travailler avec la personne pour aboutir à une remise de chien guide. Voilà. D'accord. Est-ce qu'une personne déficiente visuelle doit d'abord savoir gérer une canne blanche avant d'avoir un chien guide, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Moi, personnellement, j'estime qu'une personne déficiente visuelle, si elle se déplace avec ses restes visuels et qu'elle se déplace en sécurité, elle peut très bien demander un chien guide sans être passée par la canne blanche. Voilà. On peut très bien, on a déjà eu, nous, des personnes qui nous ont demandé un chien guide et qui se déplaçaient sans canne blanche. Voilà. Maintenant, pour être tout à fait précis et franc, si on part vers une remise de chien guide avec cette personne, dans son cursus de préparation, on va lui demander d'apprendre à maîtriser l'outil canne blanche. D'accord? Pour une simple raison, qui est que le chien guide qu'elle demande, des fois, il peut être malade, il peut ne pas être à même de pouvoir guider la personne. Et il faut que cette personne, ce qui est important en fait, c'est que le demandeur de chien guide il puisse continuer son activité malgré le fait que le chien guide soit malade. Ce qui est important, c'est d'aller chercher ses enfants à l'école. C'est pas d'y aller avec le chien, si je puis dire. Voilà. Donc, on va demander, dans cette optique-là, on va demander à la personne de savoir au moins maîtriser la technique de la canne blanche, même si elle demande un chien guide et qu'on sait pertinemment que l'ensemble de ses déplacements, il va se faire avec un chien guide. D'accord. Et avec votre regard de professionnel, qu'est-ce qu'un chien guide apporte à une personne déficiente visuelle, qu'elle soit malvoyante ou aveugle? Alors,
qu'est-ce qu'apporte un chien guide? Un chien guide, déjà, n'y voyez aucune provocation de ma part. Je parle bien souvent d'un outil de déplacement qui est le chien guide. Mais c'est sans occulter l'aspect, je dirais, chaleureux et le lien affectif fort qu'il doit y avoir entre le maître de chien guide et son animal. Voilà. Mais le chien guide, pour moi, ça va être un super détecteur d'obstacles et donc qui va faire éviter les obstacles, qui en plus va savoir repérer certains objets, comme des poteaux de bus, comme des chaises vides. Donc, voilà ce que le chien peut apporter à une personne déficiente visuelle. Et donc, la conséquence, ça va être, pour moi, de la fluidité dans le déplacement. Voilà. Par comparaison avec la canne blanche, il y a certains obstacles qu'on ne va pas pouvoir détecter. Le chien, lui, c'est un super détecteur d'obstacles, s'occupe de détecter les obstacles et fait passer à côté, et donc ça occasionne de la fluidité. Voilà. Quand l'équipe est bien formée, qu'elle a de la bouteille, qu'elle a de l'expérience, ça apporte, je dirais, je crois, énormément plus, une dimension supplémentaire qui est le rapport avec le chien guide, où le maître chien va savoir interpréter les moindres mouvements, les moindres comportements du chien et je dirais organiser son déplacement en conséquence. Voilà. Je vous donne un exemple pour être un peu plus précis. Une personne qui se déplace avec un chien guide, ben, en fonction je dirais, de la réaction du chien qui va lever la queue ou qui va se raidir un petit peu dans son déplacement, le maître chien va interpréter ça comme « Ok, il y a un congénère qui arrive pas très loin, il y a un copain qui arrive pas très loin, eh ben, je vais me servir de ça pour pouvoir recadrer mon chien, pour pouvoir faire en sorte qu'il continue à guider et qu'on passe le congénère. » Voilà. Et ça donne une qualité de déplacement qui est très importante et puis très belle à voir. Merci beaucoup, Benoît. On a presque terminé ensemble. Simplement, j'avais une dernière question. C'est que si, par exemple, moi, je suis déficient visuel, j'ai besoin de me déplacer avec une canne après vous avoir vu en rendez-vous, combien de temps ça prend d'apprendre les techniques du déplacement à la canne blanche? Alors, ça va dépendre vraiment de votre profil. Encore une fois, on est sur un traitement vraiment très personnalisé. Bon, dans une école de chien guide, il y a des instructeurs en locomotion, effectivement, mais qui s'attachent je dirais, à préparer au chien guide. Donc, les prises en charge peuvent varier de une séance à, je dirais, un maximum de 20 séances. Voilà. Après, sans occulter le fait qu'une fois que la personne a été préparée au chien guide et que la remise du chien guide se fait, on peut proposer aussi donc à l'équipe un suivi tout au long je dirais, de l'activité de l'équipe. Hein. Une personne malvoyante je dirais, peut bénéficier d'un chien guide et pour qui il y aurait des restes visuels qui baisseraient, sa vue serait en train de se dégrader, on peut, par le biais de ces suivis, maintenir une autonomie de déplacement tout à fait bonne et qu'au final, la personne utilise de plus en plus ses sens de compensation. D'accord. Merci beaucoup, Benoît. S'il y a des questions qui arrivent dans le chat, je vous les poserai. Avec grand plaisir. Et encore merci de votre présence. On va passer maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire les personnes déficientes visuelles qui ont fait le choix de prendre un chien guide pour les accompagner au quotidien. Et on va commencer avec Dominique Ladger, qui est maîtresse de chien guide, qui a vu passer, qui a croisé la route de 5 chiens guides et qui est notamment président de l'Association nationale des maîtres de chiens guides. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ravi de t'entendre. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Donc, je suis Dominique Ladger, j'ai 68 ans et j'ai travaillé toute ma carrière avec des adolescents et des enfants déficients visuels. Et je suis accompagnée de chiens guides depuis 1978, année où j'ai quitté la faculté.
D'accord. Ok. Est-ce que tu es donc actuellement tu es un chien guide? Actuellement, je suis avec mon 5e chien guide qui arrive en fin de carrière parce qu'il a 11 ans et j'ai pu bénéficier d'une proposition qui va me permettre d'avoir un nouveau chien guide. À partir, la remise va commencer le 11 octobre. D'accord. Donc, ce sera mon 6e. Alors, j'ai toujours eu le grand bonheur de pouvoir garder mes chiens jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire que périodiquement, j'ai eu 2 chiens à la maison, un chien guide retraité et un chien guide en début d'activité. Ça s'est toujours très bien passé. Et bon, actuellement, il y a quelques petites difficultés, mais ça va très bien se terminer. D'accord. Et comment est-ce que tu as connu les chiens guides lors de ta première demande? Non, j'ai été en relation avec un chien guide il y a très très longtemps, je devais avoir 7 ou 8 ans. J'ai rencontré le chien guide du directeur de l'école où était scolarisée ma sœur. J'ai su à ce moment-là, c'était un chien, c'était au début des années 60, j'ai su à ce moment-là que j'aurais des chiens guides. Et j'ai su que j'en aurais toute ma vie. Et si j'avais pu en avoir un sur le champ, à 8 ans, j'aurais été plus que ravie, j'aurais été heureuse et j'aurais eu une adolescence différente. Et alors j'ai dû attendre la sortie de la fac pour avoir mon premier chien guide. Justement, tu as dit que tu aurais eu une adolescence différente. Qu'est-ce qu'il change, le chien guide, dans ton quotidien? Dans mon quotidien adolescent, il aurait changé le fait d'être autonome dans la mobilité, dans la circulation. Et parce que c'est sa fonction première. Et il m'aurait fourni un compagnon magnifique. Les apports du chien guide, c'est ça. C'est d'abord le compagnon. On est certain d'avoir un chien très bien éduqué, un chien bien élevé. Et n'oublions pas que le côté chien de compagnie représente à peu près 80% du temps d'un chien guide. Un chien guide ne passe pas toute sa vie à guider. Il guide quand le maître en a besoin, mais en dehors du guidage, un chien guide est un chien de compagnie. Donc là, quand on vit avec un chien guide, on vit avec un compagnon qui a énormément de qualités, parce qu'il est bien éduqué, et qui en plus est un fabuleux outil, comme l'a dit Benoît, outil de déplacement. D'accord. Un chien guide, c'est avant tout un être vivant, c'est un chien. Il y a des contraintes certainement de le sortir, de le détendre. Est-ce que Oui, il doit y avoir une balance bénéfice et contrainte. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de prendre un chien guide malgré ses contraintes? d'abord quand quelqu'un veut arriver au chien guide, il faut qu'il ait envie d'être autonome dans les déplacements et autonome dans sa vie de manière à savoir et à pouvoir gérer un chien. Un chien reste un animal, il a le droit au respect de sa condition d'animal, il faut en prendre conscience, il a le droit à être aimé. Donc, c'est évident que dans la balance, il y a 2 aspects. Il y a les aspects charge, ou peut-être inconvénients, je ne sais pas, je ne saurais dire parce que ça dépend de chacun. Les aspects charge, c'est un chien
doit être sorti pour sa détente et pour faire ses besoins plusieurs fois par jour. Un chien doit être nourri. Il ne faut pas oublier de nourrir son chien. Il doit être brossé de manière à... D'abord parce que ça le soulage de poils inutiles, ça le soulage de beaucoup de choses. Et puis, ça le rend fréquentable. Et un chien doit être entretenu de manière à ne pas sentir mauvais, à ne pas perdre des poils sur les vêtements des gens que l'on côtoie, de manière à être accepté et à ne pas être un objet de mécontentement de la part, par exemple, des chauffeurs de taxi. Un chien perd toujours des poils, mais s'il est brossé régulièrement, il en perdra moins que s'il n'est pas brossé. Alors, sortir un chien sous la pluie, ce n'est pas évident. Tout le monde doit savoir ça, que ce soit un chien de compagnie, un chien guide. Sortir un chien sous la pluie, c'est pas rigolo du tout. En plus, le chien aussi implique le geste civique. Normalement, un chien implique ce geste civique de ramasser les déjections. Ça non plus, c'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a des contraintes, vraiment des contraintes liées à un animal. Il faut se débrouiller pour se faire livrer des sacs de croquettes, il faut les stocker, il y a beaucoup de choses. Mais il y a tellement d'inconvénients et tellement d'avantages que dans la balance, les inconvénients pèsent très peu. Et c'est ça que je dirais à un jeune, enfin à quelqu'un qui veut arriver au chien guide. D'accord. Donc, c'est ce que tu dirais à une personne déficiente visuelle qui hésite à faire sa demande, c'est de se lancer, de ne pas hésiter. Oui, après chacun fait ses expériences. Je connais des personnes qui sont extrêmement autonomes avec la canne, mais il reste que le chien guide est un fabuleux éviteur d'obstacles. Et par exemple, moi, il m'arrive de circuler sur des trottoirs extrêmement encombrés, avec des poubelles, avec des marches qui dépassent, des arbres qu'il faut éviter. Il se peut qu'il y ait tout ça dans un même trottoir, des voitures, de tout, y compris des piétons, des groupes de personnes qui discutent, et de me rendre compte de rien du tout, parce que le chien évite ça. C'est souvent un travail d'horloger, un travail d'orfèvre, avec une précision absolue. On ne touche pas, j'ai très rarement touché un obstacle de l'épaule ou du coude, parce que le chien est capable de faire ça. C'est presque magique. C'est presque une danse, une chorégraphie entre le maître qui colle au chien, le chien qui fait son travail, le maître qui doit avoir une certaine légèreté aussi de pas pour suivre. Il faut suivre, il faut être agile comme le chien, mais tout dépend aussi de l'allure de marche. Si un chien marche lentement, l'agilité peut être moins nécessaire parce qu'on a le temps d'appréhender les mouvements du chien. Mais parfois, ça devient presque instinctif. Et quand l'équipe prend un peu de bouteille, au bout de 4, même peut-être moins, quand la confiance s'est instaurée, la confiance réciproque entre le maître et le chien, et entre le chien et le maître, il faut que l'un ait vraiment confiance absolue en l'autre. Et quand on en arrive là, presque il n'y aurait plus besoin de donner des ordres ou des instructions. On pourrait penser qu'il y a une transmission de pensée, ce qui n'est certainement pas vrai, mais le chien interprète des mouvements du maître et le maître interprète des mouvements du chien. Après, il y a des chiens qui en profitent, qui reniflent, qui baissent la tête. Le maître est capable de percevoir ces mouvements et de rétablir un petit peu ce qui doit être. Après, il y a des chiens qui sont tellement malins, qui se
permettent de tourner la tête vite fait à droite ou à gauche pour renifler quelque chose sans que le maître s'en aperçoive. Et c'est bien aussi. Ça veut dire que le chien trouve aussi son bonheur dans le guidage parce qu'il peut trouver un plaisir à renifler une petite odeur, rien que ça. Alors, qu'est-ce que représentent les odeurs pour les chiens? Moi, je ne sais pas. Voilà, disons, c'est une osmose très, très agréable à vivre, qui n'a rien à voir, du moins à mon sens, qui n'a rien à voir avec la canne blanche. Mais je me garderai bien de critiquer la canne blanche parce que on n'est pas forcé d'aimer les chiens, on n'est pas forcé d'avoir envie de confier sa vie et son intégrité physique à un chien qui peut aussi faire des erreurs, comme l'humain peut faire des erreurs. Le droit à l'erreur existe pour les chiens, pour les humains, et enfin, pour tout le monde. Et c'est parfois peut-être un petit peu, comment dire, il faut avoir un petit peu l'esprit d'aventure pour se confier totalement à un chien. Mais ça fonctionne. Merci beaucoup, Dominique, en tout cas. On pourrait en parler des heures, Oui. vu que le temps tourne. Je vais demander à Philippe, je vais poser quelques questions à Philippe Bury. Encore merci, Dominique. Justement, Philippe, qui lui a eu, tu as eu ton premier chien en 2016. Oui. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, oui, j'ai eu mon premier chien en 2016, effectivement, en mars 2016, très précisément. Donc, tu as fait le passage, toi, de la canne blanche au chien récément. Oui, oui, absolument. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence, quelles sont les différences pour toi? Les différences ont déjà été évoquées à plusieurs reprises. C'est le chien, c'est la fluidité dans le déplacement, c'est l'évitement d'obstacles. Il m'est déjà arrivé de faire un trajet avec le chien, et un trajet que je faisais régulièrement avec la canne. Le faire avec le chien, voilà, ça c'est beaucoup plus simple. Et pour une raison ou pour une autre, j'ai dû le refaire avec la canne, et j'ai découvert que, entre-temps, ils avaient placé des poteaux sur le trottoir, lâchement, sans rien me dire. Mais j'ignorais complètement qu'il y avait ces nouveaux obstacles sur le trottoir, parce que Jumpy, donc c'est ma chienne guide, m'a fait éviter tous ces obstacles. C'est vraiment quelque chose de très, très agréable dans le déplacement. Ça fait gagner du temps, déjà. Un trajet à la canne, enfin, ça c'est mon point de vue, et pourtant je marche relativement vite à la canne. Un trajet à la canne se fait plus lentement qu'avec le chien. D'accord. Et au niveau social, dans l'approche des gens, dans le dialogue avec les autres, est-ce que le passage d'une canne blanche à un chien guide, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Ah bah oui, ça c'est incontestable, hein. Le chien est un vecteur de relations sociales. Combien de fois on m'a abordé, ou simplement des gens qui, en passant, disent bonjour. Ce qui ne se passe que très, très rarement quand on passe avec la canne. Et puis très souvent, ça permet d'engager la conversation. Par exemple, à un arrêt de bus, vous attendez le bus avec votre chien, il y a des gens qui arrivent. Est-ce que je peux caresser votre chien déjà? Et puis, mais tiens, comment ça se passe, un chien guide? Alors, il y a parfois des questions tout à fait basiques. Est-ce que le chien connaît le chemin pour aller à la boulangerie? Et après, ça permet de partir dans des discussions, d'expliquer, de décrire, j'allais dire, de faire la promotion du chien guide. Oui, parce que de toute façon, une équipe maître chien guide est ambassadrice, malgré elle, de tout le mouvement. Une personne qui va voir une équipe maître chien guide va juger du mouvement. Absolument. Et ça fait, on parlait des contacts, ça fait souvent des contacts très intéressants aussi avec les enfants.
C'est combien de fois j'ai des questions de jeunes enfants qui sont en primaire, je passe régulièrement devant la cour d'une école, quand ils sont en récréation, bon, ça se passait surtout avant le Covid, régulièrement, j'étais appelé, bonjour monsieur, comment il s'appelle votre chien, machin. Alors on s'approche de la grille et puis on discute avec les gamins pendant la récréation. C'est assez marrant. Et Philippe, je vois que tu es aveugle de naissance, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Et donc, tu as eu un chien récemment, donc il y a 5 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé, il y a 5 ans, à faire une demande de chien guide? Est-ce que tu connaissais déjà les chiens guides? Est-ce que tu... Alors, je connaissais déjà les chiens guides, je connaissais des personnes qui en avaient. Nous-mêmes, on avait un chien de compagnie de 1999 à 2011, je crois. Donc le chien, je connaissais aussi. Et en fait, c'est un ami maître de chien guide. On en discutait souvent. Puis un jour, il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas de demande de chien guide? Je dis, écoute, sur mes trajets professionnels, les trajets dont j'ai besoin, je suis autonome, je me déplace avec la canne. Il me dit, oui, mais tu devrais quand même, parce que dans certaines écoles, il y a parfois des chiens dont l'éducation est terminée et pour lesquels il n'y a pas de maître qui correspond au profil. Fais ta demande. Voilà. Puis c'est vrai que le fait d'avoir de nouveau un chien de compagnie, là je rebondis sur ce que Dominique disait tout à l'heure, le 80% du temps, le chien, c'est un chien de compagnie. Donc ça nous branchait pas mal aussi, mon épouse et moi. Et puis c'est vrai que après on se dit, mais finalement, c'est vrai, pourquoi pas trouver une facilité de déplacement, ça a été dit, je ne sais plus par qui, moins de concentration. Bon, il faut en avoir quand même, hein. Et voilà, toutes ces petites choses m'ont poussé à faire la demande de chien guide à l'école, au chien guide de l'Est, donc à l'école de Voipy. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne déficiente visuelle qui hésite à prendre un chien guide? Alors, moi, je lui dirais, écoute, vas-y, vas-y, c'est tellement bien, c'est tellement sympathique l'autonomie que ça te donne. Si la personne se déplace à la canne, je lui ferai valoir cette notion de fluidité dans les déplacements. Et il y a aussi quelque chose de très important. Thérèse l'a évoqué tout à l'heure. La relation après avec la famille d'accueil. Donc, bien qu'habitant dans l'Est, Jumpy vient de l'école de Toulouse. Donc, je me souviens avoir rencontré Benoît rapidement pendant ma semaine de remise. Et à Toulouse, on rencontre la famille d'accueil pendant la première semaine de remise et ça a créé des liens qui existent encore aujourd'hui. On s'appelle, la famille, on y est allé une fois, la famille d'accueil, on les a accueillis en Alsace. Voilà, ça aussi c'est important, cette relation qui se crée. D'accord. Donc Jumpy a été prééduqué pendant 1 an, éduqué pendant 1 an, puis tu as été remise. Est-ce que tu peux nous en parler justement de Jumpy? Ah ben, Jumpy, c'est une labrador noire qui est extrêmement câline, qui est très efficace au guidage. Et après, je dis souvent, ça reste un chien. Je ne sais plus qui parlait des erreurs, je ne sais plus si c'est Dominique ou un chien parfois. Voilà, il y a des jours où on sent qu'elle n'a pas envie de guider. Quand je lui mets le harnais, je sens des fois l'impression de « mais tu m'énerves ». C'est l'osmose dont il a été question tout à l'heure entre le maître et le chien. Il y a des choses qu'on ressent.
Mais c'est quelque chose de vraiment passionnant. Et puis cette complicité entre le chien et le maître, et le maître et le chien. D'accord. Donc Jumpy a à peu près 7 ans et demi aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. À savoir qu'un chien guide part à la retraite en moyenne à ses 10 ans. Est-ce que tu vas faire une demande de renouvellement pour avoir un nouveau chien guide lorsque cet âge-là sera en approche? Ah oui, oui, sans hésiter. Parfait. Bah, merci beaucoup, Philippe. C'était avec plaisir. Donc, on va pouvoir aborder quelques questions. On nous a demandé quelles étaient principalement les races de chiens guides. Donc, je ne sais pas qui désire répondre à cette question. Si quelqu'un a en tête toutes les races et pourquoi telle race et pas celle-ci. Vous pouvez lever la main. Bon, bah, je peux commencer. Je pense qu'il y a des personnes qui compléteront. Bah, il y a bien sûr le labrador dont je parlais. Il y a le golden, les bergers. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oula, il y a des border collie aussi. Après, je fais appel à d'autres intervenants pour compléter, rajouter, préciser. Dominique, tu veux parler? Oh ben oui. Donc, la majorité des chiens utilisés sont des labradors parce que ce sont des chiens qui sont vraiment bons enfants, bons potes. Ce sont des chiens qui sont assez solides mentalement et qui sont bons travailleurs, carrés dans le travail. Ce sont des chiens sans surprise et qui correspondent assez à, disons, à la majorité des personnes. Les personnes qui demandent un chien guide sont, comme toute l'humanité, très diversifiées. Il y en a qui sont têtus, il y en a qui le sont moins, il y en a qui mettent la pression, il y en a qui en mettent moins. Et le labrador est vraiment un bon travailleur et un bon chien de compagnie. Après, il y a aussi des bergers. Alors, généralement, du berger allemand. Ce sont des chiens plus fins, peut-être plus fragiles dans leur tête, plus fragiles, plus susceptibles, qui demandent à être, je ne peux pas dire respectés, ce serait un mot inapproprié, mais à être pris en compte peut-être davantage que le labrador parce qu'il pardonne moins si on fait une erreur, si on crie un peu. C'est pas qu'il pardonne moins, mais c'est qu'il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Alors que le labrador est plus, disons, plus... oui, le labrador pardonne davantage. Après, Anthony, il y a... Pardon? Oui, vas-y Dominique, désolé, je t'ai coupé. Non, tu allais poser une question qui... Non, je voulais dire à Anthony, par exemple, en tant qu'éducateur, qu'il pouvait rebondir en même temps sur Oui, ce que bien tu sûr, disais. bien sûr, bien sûr. Après, alors, je termine rapidement, il y a d'autres races, le caniche, le golden, le labradoodle, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore dans le milieu, dans le mouvement? Les chiens de Frédéric Gaillard. Oui, Saint-Pierre. Mais parce que il y a une certaine diversité pour répondre aussi aux attentes. Par exemple, le caniche est un chien qui est souvent employé pour des gens qui sont allergiques aux poils de chien ou pour des gens qui ont affaire à des gens allergiques. Voilà, donc je laisse la parole à Anthony qui pourra intervenir. Oui, merci Dominique. Bah, tu as cité déjà beaucoup de races. Peut-être le berger australien, j'en ai vu quelques-uns ces dernières années, qui est utilisé aussi. Et effectivement, tu as parlé de labradoodle, donc les labradors croisés avec le caniche.
et de Golden Doodle aussi, Golden croisé avec caniche aussi. Voilà, sinon, bah, tout a été cité. Principalement, c'est quand même le Labrador, quelques bergers allemands et notre Saint-Pierre, qui est bah, notre particularité, le Labrador croisé avec le Bouvier bernois. Mais voilà, en fait, les races sont assez variées. Et je sais qu'il y a certaines écoles qui satisfont aussi à la demande du client qui vient se servir en chien. Certaines personnes aiment bien avoir telle race ou telle race. Je pense que c'est aussi le retour d'expérience d'avoir eu un chien qu'ils ont trouvé assez exceptionnel dans telle race, donc ils sont très attachés à une race. Je ne pourrais pas vous dire quelle école fait ça, mais voilà, je sais que ça se fait. Voilà. Oui, aussi le berger blanc suisse, nous dit-on dans le chat, ainsi que le caniche royal. Donc royal, c'est-à-dire que c'est pas quand on cite les caniches depuis tout à l'heure, c'est pas des caniches taille réduite, c'est des caniches assez grands. Royaux ou grands. Le grand, me semble-t-il, le grand caniche est plus grand que le caniche royal. Alors, par la suite, on nous a posé une question sur la demande, peut-être que ça s'adresse à Benoît. Si je suis une personne déficiente visuelle et que je fais ma demande, dans combien de temps serais-je servi dans combien de temps me remettra-t-on un chien guide? Ça varie énormément entre écoles. Alors, je vais vous apporter une réponse très centrée sur l'école de chien guide du Grand Sud-Ouest. Entre le moment où la personne, donc on a le contact téléphonique et le moment où on remet un chien, il y a un temps là d'attente entre 10 mois et 12 mois, une petite année, on va dire. Après, je ne suis pas au courant des temps d'attente dans les autres écoles, je ne voudrais pas dire de bêtises. D'accord. Au niveau vous avez parlé tout à l'heure d'un stage de remise aussi, il me semble. Combien de temps, enfin, je crois que vous avez dit 2 semaines, que ça dure à peu près 2 semaines. Oui. Il s'apparente à quoi Qu'est-ce que c'est le programme? Le programme dans le stage de remise? Oui, tout à fait. Alors, le programme dans le stage de remise, donc qui dure 2 semaines, la première semaine, elle se fait toujours à l'école. On coupe la personne à qui on va remettre un chien guide, on la coupe, je dirais, de toutes ses obligations professionnelles, sociales, vie de famille. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que le lien avec le chien se fasse vite, puisque le chien va changer de référent, ça ne va plus être son éducateur attitré. Et donc, on va accueillir la personne au sein de l'école. On a tout ce qu'il faut en termes de logement. Et le chien va dormir donc avec la personne la nuit. Et donc, cette première semaine, on va s'attacher à apprendre à la personne, je dirais, les ordres de base pour je dirais, bien maîtriser le chien. J'ai coutume de dire aussi qu'on va apprendre à la personne des éléments de psychologie canine, c'est-à-dire tout simplement comment avoir une autorité naturelle sur son chien, quels sont les éléments clés à connaître pour avoir cette autorité naturelle. Hein, c'est le maître chien qui profite de faire des moments de détente avec son chien pour renforcer le lien, qui donne à manger aussi, qui dit des moments, je dirais, pour manger. Et quand la personne sait à peu près maîtriser son chien sur des trajets qu'elle ne connaît pas, alors la deuxième semaine, on va transposer tous ces acquis sur les trajets de la personne. Voilà, donc ça va se faire au domicile de la personne. Là, c'est l'éducateur chien guide référent qui va se déplacer au sein du lieu de vie et du rayon d'action du demandeur de chien guide, enfin, du maître chien maintenant. Parfait, merci beaucoup Benoît. On va être contraint par la technique de couper ce webinaire dans 3 minutes. On nous indique qu'il y a un délai d'à peu près 2 ans à Paris dans le chat. Donc je voulais profiter de ce moment pour remercier l'ensemble des participants qui ont été vraiment exemplaires. Alors, à vous aussi qui êtes spectateurs aujourd'hui, n'hésitez pas à envoyer, comme c'est inscrit dans le chat, un mail à communication@chienguide au pluriel.fr ou à appeler les écoles de chien guide que vous trouverez via le lien qui est dans le chat.
Voilà, c'était un plaisir de faire ça. C'était une première. On pense renouveler l'expérience. Voilà, à nouveau, tout le mouvement Chien Guide souhaite remercier les familles d'accueil, les donateurs, les bénévoles, l'ensemble des professionnels et les maîtres de Chien Guide, bien évidemment. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un a un dernier mot à dire. Sinon, en tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Bravo et merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et Merci tous. beaucoup. Au revoir. Tous les chiens ont du talent. Les nôtres ont un métier. Les chiens guides, c'est ouf. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cwouf.fr.